Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel aparté, 19e du nom. On est ravis de vous accueillir en ce vendredi matin pour aborder le sujet du corporate hacking. Je vais juste vous dire un petit mot en introduction, comme on le fait traditionnellement sur ces apartés, puisque ces apartés sont des formats virtuels qui s'ancrent dans une programmation d'un lieu qui n'est pas du tout virtuel et qui est bien physique qui s'appelle l'étape, l'espace de travail des agents publics, qui est le tout premier espace de coworking dédié aux agents publics, quelle que soit leur administration, même leur fonction publique, qui se situe dans le 9e arrondissement et qui vise à accueillir à la fois des agents publics télétravailleurs qui n'ont pas forcément envie de ne travailler que de chez eux. Et on le sait en ce moment, les jours de télétravail se multipliant, il est parfois bon de pouvoir changer un petit peu de cadre et d'aller à la rencontre d'autres agents qui viennent d'administration qu'on n'aurait pas forcément eu l'occasion de rencontrer par ailleurs. On accueille aussi les agents publics qui sont nomades pour leur éviter des temps de transport à rallonge et qui puissent poser leur ordinateur entre deux réunions en plein cœur du 9e arrondissement. Et on accueille enfin les agents publics qui sont membres d'une équipe projet et qui ont besoin d'un tiers-lieu qui ne soit pas leur administration, parce que des fois, ça fait du bien de s'expatrier en dehors des murs connus et de son quotidien pour faire avancer son projet. Donc, on a un espace à l'étage de l'étape. C'est un espace modulable et créatif qui peut vous accueillir sur une durée qui peut aller jusqu'à plusieurs jours, parce que des fois, quand on a un projet, on a une phase qui permet voilà, de se réunir ensemble pour avancer un maximum sur plusieurs jours. Et donc, évidemment, cet espace, alors pour l'instant, est fermé en raison du contexte sanitaire qui ne nous a pas beaucoup aidés l'année dernière. Mais c'est pour ça qu'on tient beaucoup à ces formats qui sont un petit peu la programmation virtuelle de ce lieu. Et on est vraiment ravis de vous accueillir tous les vendredis matin à 11 h pour évoquer un nouveau thème avec un nouvel intervenant. Et alors aujourd'hui, on a vraiment l'immense chance de recevoir Fabien Gélédan. Fabien Gélédan est directeur transformation et innovation à l'école polytechnique EDEX. Il a été l'un des premiers à introduire ces petites bêtes bizarres que sont les designers au sein des administrations. Il a notamment participé à construire le programme Futur Public. Et aujourd'hui, il va nous parler de corporate hacking pour qu'on ait toutes les clés pour innover ou hacker nos organisations publiques. Fabien, je vous laisse la main. N'hésitez pas, je le disais un petit peu en introduction, à poser toutes vos questions ensuite. Il faut vraiment que ce soit très interactif. Donc, vous avez le chat. N'hésitez pas non plus à lever la main. Et puis, une fois que la présentation sera terminée, on pourra passer à une phase d'échange direct. Oui, merci beaucoup Marine. Merci à tous d'être là, de vous être connectés. Alors, effectivement, j'ai prévu un PowerPoint, ce qui est un peu l'inverse d'une conversation, puisque c'est un tunnel en général. Donc, je vous invite à l'interrompre quand vous le souhaitez. Et puis surtout, je ne vais pas passer tous mes slides parce que l'idée, c'est plutôt de voyager dans les thématiques du corporate hacking. Alors, je vais redire quelques mots pour me présenter parce que euh, même si j'ai été très généreusement présenté par Marine, effectivement, j'ai travaillé dans l'administration. Alors, j'ai été à la DGME, pour certains connaissent et pour certains même, ce ne sont pas de très bons souvenirs, puisque c'était le temps de la RGPP. Mais j'ai travaillé aussi au SGMAP, notamment sur des problématiques d'innovation. Et effectivement, j'ai été l'un des premiers dans l'État, hein, parce que dans les collectivités locales, c'était déjà très vivace, à avoir introduit un certain nombre de choses mais parmi d'autres, et je sais qu'il y a des pionniers qui sont connectés, puisque j'en connais au moins une. Et donc, c'est pour ça, c'est pour transmettre un peu ce savoir que j'ai après été à l'ENA, où j'étais en charge pendant 1 an et demi des enseignements de management et d'innovation, avant de rejoindre l'école polytechnique Executive Education, qui est donc la branche formation continue de l'école polytechnique, pour mettre ça dans des formations. C'est vraiment une conviction pour moi, hein, que ce que je vais vous dire souvent va s'acquérir parce que vous allez bien être bien formé aussi. C'est-à-dire que il y a pas, il y a des gens qui savent assez naturellement agir pour hacker une organisation. Après, c'est des choses qui s'apprennent quand même.
Et oh, ça peut être très empirique, mais il y a des techniques qui peuvent vous aider. On peut enseigner le guérilla marketing, on peut vous enseigner comment bousiller une réunion. C'est assez marrant. J'en parle mardi prochain dans l'un des programmes sur lesquels je travaille. Voilà, donc c'est comment hacker une organisation de manière bienveillante. Voilà. Pourquoi est-ce que on a ce besoin de hacker? Bah, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons qui sont internes et des raisons qui sont externes, des raisons qui vont être sociétales, hein. Bon, ça, je vais passer vite sur les objectifs puisque je pense qu'ils sont trop ambitieux de toute façon pour le temps qu'on a. Pourquoi est-ce qu'on hack? On hack parce que les gens ne se sentent plus forcément à l'aise dans les cadres traditionnels du travail, à l'intérieur de leur fiche de poste, à l'intérieur de leur costume cravate, à l'intérieur du rôle qu'on veut bien leur donner, à l'intérieur de leur bureau. Donc, il y a déjà un certain nombre de choses qui ne sont plus quelque part supportables et qui font que les cadres, ne serait-ce que aussi parce qu'il y a eu un certain managérialisme ces dernières années qui a voulu plus de contrôle, mais en même temps plus d'autonomie, mais en même temps plus d'indicateurs. Enfin, vous avez tous, je pense, connu ça, qui finalement finit par délivrer des injonctions qui peuvent être vues comme contradictoires et qui rendent le quotidien assez pénible, tout simplement. Voilà, c'est des choses qu'on a tous connues au travail. Et du coup, on a vu quelque chose qui a été maintenant, qui est bien maintenant bien repéré par la littérature en sociologie du travail, hein, qui est la résistance et notamment la résistance des cadres. C'est-à-dire que c'est plus seulement l'ouvrier qui fait le freinage, ça c'est quelque chose qu'on connaît depuis les années 70, l'organisation collective de l'improductivité d'une usine, ça on sait comment le faire. Mais la question, c'est comment est-ce que les cadres, qui sont normalement les agents qui vont, qui ont pour mission de faire que les choses fonctionnent, comment est-ce qu'ils en arrivent à se rebeller? Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, ils se rebellent non pas parce qu'ils en ont marre de leur mission, mais justement au nom de leur mission même. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que leur organisation, que ce soit une entreprise ou un service public, ne fonctionne pas comme il devrait, que telle chose est inadmissible, et cetera, et cetera. Souvent, ça commence juste par ça, par ce que j'appelle un trouble, ce qu'on appelle en sociologie et d'ailleurs des épreuves un trouble. C'est-à-dire que, vous vous dites juste: «Est-ce que c'est normal que ça se passe comme ça? Est-ce que c'est normal que j'ai ce sentiment de malaise? Est-ce que c'est normal que, bah, cet utilisateur, cet usager, ce citoyen, je l'ai renvoyé avec cette réponse-là qui évidemment n'est pas satisfaisante ni pour lui ni pour moi, par exemple, et cetera, et cetera. Est-ce que c'est donc ce genre de petites choses. Ou alors ça peut être, alors c'est bien décrit dans le livre de Courpasson et Teunig, hein, vous avez une série de cas qui sont assez passionnants à lire. Vous pouvez avoir aussi le directeur d'une agence bancaire à qui on va, imposer un certain nombre d'indicateurs qui vont donner une vision, comment dire, extrêmement biaisée de son activité. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans le cadre de ce que disent David Corpasson et Jean-Claude Tonic, c'est aussi que souvent, ce ne sont pas les cadres les plus médiocres ou les moins engagés qui se rebellent, c'est justement ceux qui sont le plus engagés, les plus investis dans leur mission, qui vont avoir ces mouvements de rébellion. C'est ce qu'on on a fini par appeler justement la résistance productive, c'est-à-dire c'est une résistance qui se veut productive pour l'organisation. Et c'est pour ça que quand je parle de corporate hacking, je ne parle pas du type qui veut pirater tout dynamiter, je parle du type qui veut ou qui se trouve acculé à confronter des règles au nom d'un meilleur fonctionnement de son organisation. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez facile de saboter une organisation, hein. Vous avez peut-être déjà vu cet exemple parce qu'il commence à être connu, mais en 44, la CIA a fait un petit guide de sabotage simple d'organisation. Vous pouvez le trouver en ligne facilement, y compris en français. Pourquoi? Parce que résister, ça demande du courage et puis surtout, vous risquez de vous faire exécuter, c'est un peu un problème. Par contre, la stupidité, personne ne peut la punir. C'est très difficile de punir la stupidité. Et donc la stupidité organisationnelle organisée quelque part, c'est aussi une manière de saboter. Quand je vous parlais de sabotage de réunion, voilà, c'est quelque chose qui peut être utile parfois pour pirater l'agenda d'une réunion qui va aboutir, vous le savez, à quelque chose qui ne vous va pas. Voilà. Donc évidemment, je vous propose d'aller voir le guide et puis ça c'est aussi, il est aussi assez amusant de voir que
même sans l'avoir lu et même sans vouloir bousiller forcément une réunion, certains collègues dans l'administration ou ailleurs semblent déjà très bien le connaître, hein. Dans le guide, on vous explique par exemple que pour saboter une réunion, il faut faire des développements interminables sur des sujets connexes, pas totalement liés au sujet de la réunion, mais un peu quand même, et poser plein de questions, raconter des choses en remontant à l'historique. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, quand je suis arrivé dans l'administration, et que je faisais de la simplification, j'avais en face, des gens des ministères qui forcément ne voulaient pas forcément simplifier les choses parce qu'ils n'avaient pas ça sur leur agenda ou autre, et j'ai vu ce genre de phénomène, mais de manière très très, très caractérisée. C'était assez amusant d'ailleurs parce que souvent j'apprenais beaucoup de choses sur l'histoire de l'administration. Mais bon, heu, l'autre chose, c'est que très souvent, on va lutter contre la complexité ou les problèmes administratifs avec des moyens administratifs. Pourquoi hacker? Tout simplement parce que ces moyens administratifs, ne sont ceux-là même qui créent les problèmes et pas ceux, qui créent les solutions. Je ne sais pas si vous connaissez l'anthropologue, David Graeber, il est mort récemment. En général, on le connaît en France parce qu'il a inventé, il a formulé le concept de bullshit jobs, mais, il avait travaillé de manière très intéressante avant sur l'action directe. C'est un ethnographe de l'action directe au départ, et il explique, qu'il y a une loi d'airain de la bureaucratie et du capitalisme qui est que, dès qu'on veut faire un plan anti-bureaucratie, dès qu'on veut faire un choc de simplification, par exemple, ça doit vous rappeler des choses. Dès qu'on fait ces choses-là, on va générer de la bureaucratie automatiquement. Et que donc, c'est pour ça que tout plan de simplification est voué par nature à l'échec. Donc, voilà. Et puis il y a aussi le fait que dans les organisations, très souvent, ça fait partie de ce que Crozier avait appelé le cercle vicieux de la bureaucratie. La bureaucratie va finir par être là pour persévérer dans son être, pour perdurer, et non pas pour être au service de l'intérêt commun. En tout cas, elle est dans une formulation qui est bien à elle de l'intérêt commun. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vécu une réunion interministérielle, une RIM, vous avez souvent plusieurs visions de l'intérêt commun qui vont se heurter, avec l'arbitrage qui doit être fait par Matignon. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu souvent, mais pour l'avoir vu, parfois, c'est assez marrant. Et vous êtes plutôt souvent, effectivement, dans une lutte de territoire, en fait. Je pense que ça doit vous dire quelque chose. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quand on vous dit d'un collaborateur ou d'un chef qu'il est politique, souvent, c'est vu comme une qualité. Euh, Alors que finalement, ça veut dire qu'il passe son temps plutôt à faire aboutir ses propres intérêts que ceux pour lesquels l'administration est là. Voilà. Donc, voilà, je regardais juste un peu le chat pour voir s'il y avait des questions, mais il n'y en a pas encore. Je vais arriver assez vite au principe de corporate hacking parce que c'est ça qui va vous intéresser. Puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'échanger avec vous. Donc, je vais pas. Voilà. Du coup, on cherche des nouveaux modes. Ça, c'est un truc que je montre souvent. Et pourquoi je parle de corporate hacking? C'est parce qu'au début, je parlais de méthodes d'innovation. Le problème, c'est que les méthodes d'innovation toutes seules ou les laboratoires d'innovation, ça ne vit pas tant que vous n'avez pas des gens dedans pour les habiter et quand vous n'êtes pas en mesure de les connecter au reste de la structure. Sinon, ça devient ce que je vous montre là, c'est-à-dire, vous voyez bien, c'est juste des feuillets qui ont été mis contre les murs et puis quelques post-it qui sont dessus. C'est ce que j'appelle typiquement le cimetière à post-it. C'est la salle où on ne va plus jamais. Je pense que vous avez connu des cimetières à post-it. Parfois, c'est juste au-dessus de votre bureau, le machin où vous avez 3 post-it qui viennent d'un brainstorming que vous avez fait il y a 1 an et que vous n'avez jamais retouché depuis. Je suis sûr que vous avez tous déjà vu un collègue ou vous-même avec un truc comme ça. Enfin voilà, ce qu'il faut, c'est des gens. C'est pas des innovation labs, des corporate hackers ou des innovateurs ou en tout cas des gens qui ont cet esprit d'initiative. Tout le monde ne peut pas l'avoir, tout le monde n'a pas envie de l'avoir, mais c'est en tout cas ces gens-là qui vont faire bouger les choses. Si vous processez tout et que vous avez un très bon innovation lab, vous allez peut-être faire de l'innovation au sens de l'innovation produit, mais vous n'allez pas métaboliser les choses dans votre structure. Moi, j'ai en tête l'exemple d'un client privé, en l'occurrence, chez qui je travaille sur quelque chose qui s'appelle piloter l'innovation, et ils ont un mal fou à faire en sorte que les gens soient dans une certaine agilité, mais en même temps, ils ont eux-mêmes prévu 2 gros livres de procédures, un pour l'innovation, un pour l'agilité. Donc forcément, voilà, vous m'avez compris. Ça peut aider, mais pas toujours. Parfois, ça a des effets contre-productifs. Voilà.
Et c'est pour ça que je suis toujours très rétif. Hein, vous savez, quand on est quand on est à la DITP ou ces endroits-là, on a souvent le réflexe, et c'est normal parce que c'est leur boulot, de dire bah, je vais faire un guide, je vais faire pour aider les gens. Oui, d'accord, mais le guide sans les postures, ça sert à rien. Donc, comment est-ce qu'on accompagne ça mieux? Je sais qu'ils se posent la question, hein, et on se la pose toujours. On se la posait déjà quand j'y étais. Donc voilà, là-dessus, il y a eu des progrès, mais on est toujours dans cette question-là. Comment est-ce qu'on va plutôt toucher les esprits et les postures que simplement mettre du post-it? Parce que finalement, cette rhétorique du post-it finit par être contre-productive et finit par être soit récréative, soit barbante. J'ai écrit un article récemment, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais vous pourrez aller voir, c'est en accès libre, sur l'innovation publique et notamment sur le design. Et je me demandais si le design tel qu'il est déployé aujourd'hui, je ne parle pas de son potentiel, à mon avis, pourrait être même révolutionnaire dans l'administration, mais tel qu'il est utilisé aujourd'hui peut être parfois vu comme une sorte d'égaiement d'un quotidien administratif, pas toujours rigolo. Et donc finalement, on va chercher le type de l'Innovation Lab. Le jour où on a une réunion à faire, c'est tiens, je voudrais faire un truc un peu marrant ce coup-ci. Viens faire viens nous faire le coup des post-it. Voilà, ça peut être utile, hein, parce que c'est comme ça aussi que vous vous faites accepter comme innovateur et que vous finissez par pouvoir mettre la main sur d'autres sujets. Mais mais si on vous cantonne dans ce rôle d'amuseur, ça peut aussi être problématique parce que ça va banaliser votre propos. Donc, toujours faire attention à ça. Et puis, il y a aussi le fait que le numérique est maintenant partout et que donc, ça favorise une meilleure répartition d'informations et donc des structures qui vont être plus plates et d'autres modes hiérarchiques. Donc, on peut aujourd'hui plus facilement déléguer et laisser des marges de manœuvre à ces équipes. Si vous êtes manager, la question, c'est peut-être moins comment vous allez vous-même devenir hacker, que c'est toujours intéressant d'avoir un chef un peu hacker, que comment vous allez laisser votre équipe vous hacker. Parce que quelque part, c'est intéressant de hacker, mais il faut trouver la personne qui va se laisser faire aussi. Il y a toujours toujours un consentement, souvent arraché, hein, dans le hacking, mais voilà, il y a quelque chose de, il y a quelque chose qui fait que, à un moment donné, quelqu'un vous laisse faire, parfois parce qu'il en a marre, mais donc voilà. Et ce hacking, hein, c'est quelque chose dont vous avez peut-être l'expérience parce que vous le faites tous les jours. Souvent, c'est juste des petites transgressions. Je parlais de ça avec des agents de la ville de Paris qui me disaient, mais nous, avec les règles de sécurité, on est obligé de transgresser un certain nombre de choses tous les jours, sinon on ne pourrait même pas rendre le service au public. Et donc, vous voyez qu'on est avec des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien connaître son quotidien pour pouvoir jouer un peu avec les règles de sécurité. Ce n'est pas des choses faciles, mais ça marche aussi avec les règles des marchés publics. Certains d'entre vous qui ont passé des marchés publics le savent probablement. Voilà. Donc, il y a toujours cette idée que quelque chose va de travers, et c'est donc cette idée aussi du hacker qui est. Alors, je vous conseille ce livre, hein, de Steven Levy, qui est assez intéressant, qui montre comment naît cette espèce d'esprit du hacker et comment on peut se l'approprier dans les organisations aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est que pas simplement, c'est pas simplement une résistance, c'est aussi des principes d'action. Et des principes d'action qui ont trait, qui ont trait à la transgression. Alors, j'ai essayé de poser quelques principes du corporate hacking, hein, je ne vais pas tous les voir, mais le premier principe, c'est que tout peut se hacker, justement. Vous pouvez hacker une réunion, vous pouvez hacker un dispositif, un processus. Et comme exemple, je vous montre comment un artiste qui s'appelle Bob Davis, je crois, non, Tom Bob, excusez-moi. Tom Bob hack le mobilier urbain en Amérique du Nord. Et c'est souvent très intéressant parce que il vous montre que quelque chose de très banal peut devenir finalement quelque chose qui va égayer le quotidien, qui va vous amener à voir les choses autrement. Souvent, c'est juste ça, un hack, hein, on a toujours été habitué à faire ce reporting. En fait, on ne s'est pas rendu compte qu'il ne servait plus à rien. Comment est-ce que vous faites pour que les gens se rendent compte que ce truc qui fait chier tout le monde ne sert plus à rien parce qu'on avait remonté dans l'ordinateur ou parce que l'activité a changé? Voilà, c'est des choses comme ça. Ça peut être juste ça, un hack. C'est pas forcément le grand soir, c'est même rarement le grand soir, c'est plutôt une série de petites choses. Voilà. Le deuxième principe, c'est vous êtes dans le hack, il y a toujours une idée de transgression, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont peut-être bonnes la plupart du temps, mais qui sont mauvaises dans une situation donnée, ou qui sont éculées parce que forcément, on innove toujours dans les organisations d'aujourd'hui pour essayer de travailler sur des innovations, donc sur le monde d'après.
et avec des règles qui souvent sont un peu anciennes, donc c'est le monde d'avant. Donc forcément, vous vous trouvez dans un choc temporel perpétuel où il faut toujours, où chaque règle doit être réévaluée à chaque fois. Justement, Max Weber dit bien que la bureaucratie rationnelle, dans laquelle on est tous pris, hein, c'est le règne de la règle. Je pense que l'une des choses qu'on peut faire aujourd'hui, parce que la bureaucratie rationnelle est devenue tellement normée qu'elle devient irrationnelle, ou que le choc entre les normes devient rationnel, il faut savoir réévaluer à chaque fois la norme pour savoir si oui, est-ce que cette norme, qu'elle soit une norme de gestion ou une norme de comportement est bonne, est-ce que c'est bien ça qu'il faut faire, est-ce qu'il faut le faire comme ça, etc. etc. C'est presque une attitude perpétuelle de se demander, et ça si je faisais autrement, si je transgressais cette règle-là, comment ça se passerait? Voilà. Alors, je ne vais pas vous sortir trop d'exemples parce que je pense que vous en avez plein, hein, vous-même. La 3e chose, c'est si vous dites: «Je vais faire un grand soir, mais par contre, il me faut un marché à 3 millions pour changer les choses», en général, ça ne va pas marcher. Donc, la 1re des choses, c'est de bidouiller avec ce que vous avez, de tordre un peu un marché existant ou d'aller pirater le marché du copain d'à côté, ça marche bien aussi. J'ai un copain qui fait ça à la ville de Paris, il n'a pas de budget, par contre, il sait il sait hacker le budget du copain d'à côté en lui expliquant un certain nombre de choses, en lui montrant qu'il y va de son intérêt aussi, et cetera, et cetera. Voilà. Hem, alors juste, alors je croyais que c'était des questions, mais pas encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, j'ai horreur de m'écouter parler pendant 1000 ans. Et puis Marine, n'hésitez pas à m'arrêter quand il est temps. Alors ça, c'est un exemple, ça c'est assez rigolo. C'était au tout début. Maintenant le design, c'est presque naturel d'avoir des designers dans les administrations, on a l'impression. En tout cas, c'est devenu moins pénible qu'avant. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, figurez-vous que, on a commencé par me dire, j'étais à la DGME à l'époque, même pas encore au SGMAP, on a commencé à me dire: «Mais, tu veux quoi? Tu veux des gens qui dessinent des Mickey? Ça sert à quoi un designer? On a déjà des consultants, ça suffit». Et donc, bah, j'étais bien embêté parce que j'avais pas de budget, j'avais pas de projet, et on commençait à travailler sur Futur Public, et j'étais convaincu qu'il fallait, introduire, comme, des collectivités le faisaient déjà pas mal, les méthodes du design. Donc on a travaillé avec l'ENSI, qui est une école de design, et on a pris, on a pris 2 étudiants, qui avaient besoin d'un projet de fin d'études. On les a mis dans la première semaine de l'innovation publique. J'étais aussi dans cette histoire de la semaine de l'innovation publique. Maintenant, c'est le mois de l'innovation publique, je crois. Ils ont trouvé de quoi tenir tout un mois, c'est formidable. À l'époque, on se demandait si on allait tenir 2 jours, quoi. Mais donc, l'idée, c'est qu'on ne savait même pas qui allait venir. On a fait le pari qu'il y avait des gens qui allaient venir. C'est pour ça qu'on avait été au 104 à l'époque, parce qu'on se disait: «Au pire, il y aura toujours le trafic naturel du 104». Et donc, on a mis les designers dans un coin en leur disant: On va vous donner un objet, c'est le bulletin de paye». C'est un objet que tout le monde a déjà vu, avec le public du 104, avec le public qui va venir voir la semaine de l'innovation publique, essayer de trouver comment moderniser le bulletin de paye. Je savais que c'était quelque chose qui était pas, pas demandé par les administrations ni par les usagers, parce que finalement, le bulletin de paye, c'est moche, mais on fait avec. Ça ne sert plus à grand-chose. Et justement, l'idée, c'était de savoir comment on faisait pour que cette chose finisse par servir à quelque chose. Et donc, on a mis un petit budget, c'est-à-dire qu'on a payé des sandwichs aux designers pendant toute la semaine de l'innovation publique, mais c'était tout. C'est comment, voilà, comment est-ce qu'on bidouille, comment est-ce qu'on fait les choses avec ce qu'on a. Et encore une fois, on n'avait pas de budget. Donc, et ils ont fait un travail assez remarquable parce ils ont fini par se dire finalement, c'est quoi un bulletin de paye? Bon, alors ça, c'est celui que vous avez sûrement encore chez vous, hein, avec peut-être des couleurs, il y a du bleu maintenant dessus. Donc, ils se sont rendus compte que c'était, que c'était un lien entre 3 instances, entre forcément le salarié, son patron, mais aussi l'administration, puisque dessus, il y a un certain nombre de lignes qui sont des retenues qui sont liées à, des ponctionnements qui sont des taxes diverses, qui sont souvent liées à l'administration. Et donc, ils ont interrogé les gens, ils se sont rendus compte que ce que voulait le salarié, bah, c'était voir les infos principales correctement, c'est-à-dire le net à payer et les jours de congé qui restaient. Le patron, lui, ce qu'il voulait, c'était que le salarié voit à quel point
il était ponctionné en termes de charges et que du coup, c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas payer plus cher puisque déjà, ils payaient un max et donc ils voulaient que ce soit ça qui apparaisse. Quant à l'administration, quand on demande aux gens de l'administration, ils veulent qu'il y ait un aspect pédagogique, c'est-à-dire que les gens sachent où va leur argent. Ce qui, en général, vu la formulation des lignes, n'est pas tout à fait possible parce que on ne comprend pas très bien ce que c'est tout ça. Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà penché sur votre bulletin de paye, c'est pas limpide, hein. Donc, du coup, on a travaillé avec ces designers sur un certain nombre de prototypes et ça a donné ce genre de choses. Alors, vous voyez, c'est assez spectaculaire parce que on a pensé à l'utilisateur, la première chose qu'il voit, et quand on plie, c'est la première chose qu'on voit en sortant de l'enveloppe. On voit la date, le net à payer et les jours de congé. Pour l'employeur, effectivement, on voit toujours bien les sommes payées en charge et en plus, on les voit mieux parce qu'elles sont sous forme de crowbar. Et on a simplifié le langage pour mieux travailler sur l'intelligibilité des différentes lignes. Et d'ailleurs, on avait fait une autre version où derrière, vous aviez chaque mois l'explication de l'une des lignes. Voilà. Pourquoi est-ce que je paye de la CRDS? Pourquoi est-ce que je paye voilà. Donc, évidemment, vous voyez, c'est assez spectaculaire. Et c'est comme ça qu'on a réussi à conduire des complices, à se faire des complices qui m'ont dit bah, écoute, je ne sais pas trop à quoi ça va servir, mais est-ce que tu peux me trouver des designers pour. Là, on avait travaillé avec une autre école de design sur le sujet pour travailler sur la création d'entreprise. Et on a commencé à enclencher des projets comme ça. Et maintenant, il y a des marchés cadres à la DITP sur le design. On a lancé le premier et ils sont renouvelés maintenant tous les ans et ils sont utilisés. Donc voilà, ça c'est l'exemple d'un hack réussi. Alors évidemment, pour faire un hack réussi, on en loupe pas mal aussi, hein. C'est la vie du hacker. Je voulais vous faire parler de cet exemple-là parce que je le trouve assez frappant de ce qu'on peut faire avec pas grand-chose et qui a vraiment abouti à quelque chose d'intéressant après. Alors je ne dis pas que si on n'avait pas fait ce genre de choses, il n'y aurait pas aujourd'hui de designer dans l'administration. Je dis juste que ce serait arrivé moins vite et que les premiers marchés auraient été conclus moins vite, probablement. Parce que, évidemment, aujourd'hui, socialement, on voit bien que on voit bien qu'on a beaucoup avancé sur ces sujets-là, mais à l'époque, c'est encore une fois, faut se remettre dans le. Vous voyez la date, hein, c'était 2012. Faut se remettre dans le contexte. C'était pas du tout habituel. Voilà. Le quatrième principe, c'est que alors non, c'est mis en place nulle part, Johan. Pourquoi? Parce qu'on savait déjà que ce serait inapplicable. Parce que pour mettre en place ce genre de choses, il faut d'abord négocier avec les éditeurs, avec les éditeurs de logiciels. Et ça, c'est le bordel absolu parce que forcément, chacun veut pouvoir vendre son produit et c'est normal puisque chacun. Et l'un des arguments qu'ils utilisent, c'est que justement, les lignes sont personnalisables et que tout est personnalisable. Michel, merci d'être venu en tout cas. Voilà, donc le quatrième principe, c'est de chercher le hacker autour de vous. En général, ça se voit. La question qui se pose en général, c'est est-ce que c'est juste un emmerdeur ou est-ce que c'est un potentiel hacker? Parce que souvent, le hacker qui ne sait pas hacker ou le hacker qui n'est pas repéré va jouer le rôle d'un emmerdeur parce que c'est quelqu'un qui va toujours remettre en cause des trucs, qui va toujours pourrir des réunions, qui va toujours vous embêter parce qu'il a des idées ou parce qu'il a d'autres idées que les vôtres. Pour un manager, c'est pénible, hein. Faut bien se dire ça. C'est un effort comme manager. Aujourd'hui, moi, je manage une équipe aussi. C'est toujours un effort de se demander est-ce que ce type-là est un emmerdeur ou est-ce que ce type-là est potentiellement quelqu'un qui va apporter une innovation. Il n'y a pas 50 manières de le faire, hein. Il faut lui laisser une marge de manœuvre et voir comment ça va être fait, voir comment ça va être, comment il va l'exploiter et si oui ou non il y a un résultat. Mais là, c'est vraiment par l'action. Ça, c'est un principe important pour moi. Le hack se reconnaît à son résultat. Sinon c'est un hack loupé. Il y a beaucoup de hacks loupés, hein, mais un bon hack, c'est vraiment se reconnaît à son résultat. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans trop d'exemples. Je pourrais en parler avec vous après, mais je pense que vous avez aussi des exemples plus récents que les miens. Le cinquième principe, c'est de définir le territoire du hack quand vous êtes manager notamment. J'avais fait cette présentation surtout pour des managers. Quand vous êtes manager, l'idée, c'est que vous devez définir un territoire de hack. C'est-à-dire que vous devez dire, écoute, ton truc, il est pourri,
Mais essaye de le faire. Je te donne tel moyen. Et puis, dans 2 semaines, dans 3 semaines, voilà, on voit ensemble ce que ça donne. Et peut-être que c'est une bonne idée, en fait. Parce qu'il faut bien se dire qu'une idée très innovante va toujours avoir la mauvaise, elle va toujours contre les idées reçues d'un certain ensemble normatif. Et toute organisation est un ensemble normatif. Il y a un Euh, petit mot de Jean-Philippe ouais, sur justement cette posture de l'empêcheur de tourner en rond. Puisqu'il avait l'air de dire qu'il y a une ligne de crête, c'est-à-dire que c'est autant un allié qu'un élément néfaste pour oui. la transformation. Oui, bah, le perpétuel trublion, ça peut être compliqué à gérer, effectivement, dans une organisation. Et il y a des organisations qui ont besoin de hackers, d'autres qui en ont moins besoin, hein. Forcément, ça peut être compliqué. Moi, je connais quelqu'un qui était dans une organisation centrale, dans une administration centrale qui s'emmerdait comme c'est pas permis, mais qui emmerdait du coup tout le monde. Quand on l'a mis quand on l'a mis dans une organisation en charge de modernisation, dans le secrétariat général, il s'est révélé et il est devenu génial. Et là, pour le coup, il était super utile. Donc, il y a Mm. aussi comment est-ce qu'on le met à la bonne place. Voilà, c'est toujours compliqué. Et donc, comment être hacker au quotidien? Bah, ça, en fait, chacun d'entre vous a à la fois une zone, ses ressources, et ça, je ne peux pas le savoir pour vous, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez mobiliser? Est-ce que vous pouvez mobiliser des marchés? Est-ce que vous pouvez mobiliser des équipes? Est-ce que vous pouvez mobiliser l'équipe d'à côté? Souvent, ça va être ça, ce n'est pas vos équipes, ce n'est pas les moyens que vous avez vous, c'est des moyens que vous allez vous approprier en allant les choper chez les autres, en les convainquant que ce que vous voulez faire est une bonne idée. Comment vous allez vous faire des alliés, etc., etc. Et puis, il y a aussi toujours une dimension de risque, parce que, comme je disais, le hack, ça se reconnaît à son résultat, mais quand ça loupe, bah, ça loupe, et ça loupe quand même souvent. Donc voilà, c'est parfois compliqué, et donc il faut aussi savoir doser son risque. Il y a des moments où vous n'allez pas avoir envie aussi. Il y a des moments où je sais pas, vous venez d'être parent et vous avez besoin de plus de temps pour votre vie à vous, ou vous avez eu un accident de la vie, ou vous avez perdu un proche, vous avez divorcé, je sais pas. On n'a pas envie d'être hacker en permanence toujours, hein. Parfois, voilà. Et puis parfois vous êtes hacker malgré vous parce que juste on vous met dans une situation insupportable, ça vous accule, et à ce moment-là, bah, c'est simple, soit vous hackez, soit vous vous soumettez, mais vous vous déprimez, et vous allez partir en burn-out à un moment donné, soit vous vous tirez. Enfin, c'est toujours un peu la même trilogie. Voilà. Alors, la culture du risque, bah, en tout cas, j'inverserai les choses, c'est-à-dire que la culture du risque est indispensable pour qu'on puisse accepter une certaine dose de hack, en fait. Heu, souvent, les gens vont accepter d'être hackés si vous leur retirez tout le risque, en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire que très souvent, vous allez dire: «Bon, écoute, je le prends sur moi, c'est moi qui fais, j'envoie le mail qui vont montrer que c'est bien moi qui est responsable. Tu n'es pas au courant d'ailleurs, tu ne le sais pas, et puis j'y vais». Puis tu pourras dire que tu n'es pas au courant. Souvent, c'est une manière de négocier les hacks aussi, d'essayer de prendre toute la responsabilité sur soi. Mais ça veut dire que forcément, vous pouvez en payer les pots cassés aussi, il faut faire très attention. Moi, j'ai eu des exemples de démarches participatives où on avait mélangé, et on avait bien fait, hein, tous les niveaux hiérarchiques. Mais du coup, après, vous aviez, l'une des personnes qui avait participé à un groupe de travail, qui est quelqu'un qui avait de très bonnes idées, mais qui s'est mis à parler, au grand chef comme il leur parlait lors de l'atelier. Et forcément, faut bien se dire que il y a des bulles où il faut se donner des bulles où on peut hacker. C'est pour ça que je vous donne l'exemple de la startup d'État, parce qu'en fait, c'est une bulle, une startup d'État, c'est quoi? C'est une bulle de hack institutionnalisée. C'est-à-dire qu'on vous dit quand vous allez travailler avec une startup d'État: «Attention, on va pas travailler avec les règles habituelles, vous n'allez pas nous faire de cahier des charges pour nous dire ce que vous voulez. Par contre, on vous promet que ce que vous aurez à la fin, ça ira à l'utilisateur puisqu'on l'aura fait avec lui et avec ses retours. Et votre chef, s'il n'est pas content du résultat, on s'en fiche parce que c'est pas lui notre client. Le client, c'est l'utilisateur final et c'est pas vous non plus. On est ensemble pour l'utilisateur final». Et donc, cette bulle de hack, quelque part, c'est cette bulle où, en tout cas, un certain nombre de règles habituelles de l'administration sont levées. Dès que vous en sortez, vous vous retrouvez avec vos copiles, avec vos fonctionnements habituels. Et c'est peut-être sain, encore une fois, si tout le monde se met à hacker dans une organisation, ça devient le bordel aussi, hein.
Je sais que ma chef m'avait dit plusieurs fois, si tout le monde était comme toi, je ne sais pas ce que je ferais. C'était peut-être pas un compliment à l'époque, hein. Mais voilà, et je ne suis encore une fois pas hacker en permanence non plus. Je hack quand je ne peux pas faire autrement et je pense que c'est le bon usage du hack parce que, si on se met à hacker pour hacker, on n'est plus corporate hacker, on devient juste un hacker. Voilà, alors après, donc un autre principe, c'est trouver une légitimité et la légitimité, elle peut être interne ou externe. Vous pouvez la trouver en contournant des étages. Moi, j'avais fait ça une fois, pour porter la chaire innovation publique, à l'ENA. Je c'est ma chef qui était quelqu'un de très bien, mais qui voulait que je reste dans le cadre plutôt de ma fiche de poste, voulait pas que je m'en occupe et en même temps, si je m'en occupais pas, personne ne s'en occuperait. Donc, bah, j'ai attendu le soir tard pour aller voir le secrétaire général. J'ai fait des notes que j'ai fait signer par d'autres pour les faire passer en haut. Voilà, j'ai fait ce genre j'ai trouvé des complices qui m'ont permis justement, de hacker un peu la structure en sachant que c'était pas un enfin, j'aurais pu avec une autre chef, morfler grave, comme on dit. J'aurais pu me faire vraiment attraper, mais comme elle était en même temps, elle voyait bien que c'était important et que c'était intéressant, elle a fini par accepter le truc. Mais j'ai été obligé quand même de la court-circuiter pendant un petit mois pour que les choses fonctionnent. Voilà, donc bon, c'est encore une fois, là, c'est la légitimité plutôt interne, on va chercher le chef. Ça peut être aussi, bah, par exemple, dans l'une des histoires qui est dans le livre de Compassion et Tonique, c'est quelqu'un qui va aborder son chef, enfin le chef de son chef dans un cocktail et qui va lui faire part de l'idée que son chef bloque depuis des années. Voilà. La légitimité peut aussi être une légitimité, externe et donc souvent ça va être l'utilisateur, l'usager. C'est ce qui se passe dans les startups d'État, ou dans les démarches de design. On dit: «C'est pas toi, même si tu es mon chef qui va me dire comment doit être le service, c'est l'utilisateur puisque finalement j'aurais réussi si lui utilise vraiment mon service». Et donc c'est pour ça que les démarches de design sont assez intéressantes parce qu'elles vous permettent de décaler les légitimités administratives traditionnelles, dans les de dans les admi dans les pardon, aux entreprises privées, ça existe aussi, hein. C'est ce qu'on appelle, le truc du conjoint du patron ou de la patronne, hein. Voilà, si le conjoint du patron ou de la patronne aime le jaune et que la voiture, et qu'il dit que la voiture doit être jaune, voilà, ça peut-être que le consommateur va pas adorer, et donc il vaut mieux il vaut mieux aller voir l'utilisateur et le consommateur que d'autres personnes. Ça peut être le consultant du patron aussi, hein, ça marche aussi. Parfois, il passe plus de temps avec son consultant qu'avec son conjoint d'ailleurs. Voilà, donc accumuler la connaissance sur les usagers, c'est extrêmement important parce qu'effectivement, ce que vous ferez dans votre, tout seul, by design, justement, ne correspond jamais à l'expérience utilisateur. Souvent, on montre cette photo que je trouve assez parlante. Voilà. Et si vous allez sur le plateau de Saclay un jour nous voir à Polytechnique, vous verrez qu'il y a ça partout. Voilà. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, vous savez que c'est un système fermé. Voilà, et le dernier principe, c'est partager, parce que les hacks, encore une fois, c'est leur résultat qui fait leur beauté et ça doit être célébré et ça doit être partagé avec d'autres hackers parce que vous allez avoir justement des partages, alors dans des espaces comme celui d'aujourd'hui, par exemple, hein, des espaces de bonnes pratiques. Hem donc voilà, moi alors je suis allergique aux bonnes pratiques, mais par contre les bonnes idées, je suis preneur et c'est toujours intéressant d'aller les partager avec d'autres et puis c'est aussi comme ça que vous allez vous faire des alliés. Donc essayez ça, essayez de trouver des arènes. Alors, il y en a, hein, par exemple, la communauté Futur Public à un moment donné l'était, je pense qu'elle doit l'être encore, je sais, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, mais les laboratoires d'innovation publique sont aussi des endroits transverses que vous pouvez utiliser pour rencontrer d'autres potentiels hackers et en tout cas pour vous faire pour vous faire des alliés. Voilà. Alors, je vais peut-être parler un peu longuement, mais j'en ai terminé. Merci Fabien. Je vous propose qu'on passe du coup aux échanges, même s'il y en a eu plusieurs dans le chat pendant votre présentation. J'ai un petit mot justement de Jean-Philippe qui nous dit le corporatisme est important, il faut donc savoir déceler les codes de chaque corps pour pouvoir agir avec habilité. Et on sait que dans l'administration, on a des cultures administratives qui sont souvent très attachées
est très différente en fonction des administrations dans lesquelles on navigue. Attention à ne pas créer un ENH, j'imagine une école nationale du hacking, pour tuer le hacking. Bah, oui, de toute façon, si on crée une ENH, il faudrait la hacker tout de suite, hein, on est d'accord. Est-ce que, Fabien, vous pouvez arrêter le partage d'écran, comme ça on se voit tous en vignette et je peux voir si des gens lèvent la main. Voilà, donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont une webcam, à lever la main dès que vous voulez prendre la parole, ou à déverrouiller sauvagement votre micro si vous n'avez pas de webcam pour prendre la parole, parce que je ne vous verrai pas. Est-ce qu'on a les premières questions, remarques, étonnements, ou quelqu'un qui a envie de rebondir sur cette première… Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'étonnement, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà hacker quelque part, j'imagine, ou en tout cas vous êtes intéressé par ces choses-là. Bonjour à tous, Dunia Lemonique. Donc moi je trouvais que c'était vraiment génial. Je ne connaissais pas du tout ce principe, cette idéologie du hack. Donc je suis dans l'administration depuis 15 ans et je me retrouve un petit peu. Après, je ne sais pas si je suis côté emmerdeuse ou côté hacker, mais je me posais la question, quels seraient pour vous les critères la frontière entre guillemets, l'emmerdeur de service et puis le hacker qui essaye d'innover et d'améliorer un peu les choses. Bah, c'est le résultat du hack. C'est ce que je disais, c'est le juge de paix sur le résultat du hack. Est-ce que ce que j'ai fait a fonctionné? Est-ce qu'il y a un accord global pour dire que ça marche? Je reprends le startup d'État. Mes aides a été fait sans en référer aux administrations qui auraient dû le porter au départ. Mais ça a fini par être adopté par l'utilisateur à un degré qui faisait que c'était très difficile de ne pas, de ne pas accepter mes aides à un moment donné. Voilà. Donc, c'est à ça qu'on connaît un hack. C'est est-ce que non pas ça a marché, parce que souvent on va atteindre un autre but que celui qu'on s'était fixé au départ, mais est-ce que ça a changé les choses de manière positive? Voilà. Et sur le comment dire, sur la frontière entre l'emmerdeur et le hacker, encore une fois, souvent un hacker qui n'est pas exploité ou qui n'a pas les moyens de hacker est un emmerdeur aussi, hein. Voilà, la même personne peut très, très souvent être les deux. J'ai cru comprendre que j'étais les deux parfois. Oui, merci. Ouais, c'est vrai qu'en fait, la difficulté, c'est dans quelle mesure, par quels moyens on arrive à ce résultat, en fait. Même si le hacker connaît le résultat, mais après, parfois, c'est très compliqué. Oui, voilà, c'est pour ça que je disais, on fait des formations pour ça aussi, hein. C'est-à-dire que s'il y a des choses qu'on apprend à faire, le fait, par exemple, de matérialiser une solution, de montrer, de ne pas avoir peur de maqueter, ce qu'on explique par le langage simplement, dans l'administration, mais dans tout milieu professionnel, n'est pas forcément convaincant en tant que tel, parce que tout simplement le langage est lieu de langage, et donc lieu à débat, et que les mots, malheureusement aujourd'hui, n'ont pas enfin aujourd'hui, je pense que c'est de toute époque, hein, mais que la précision du sens des mots n'est pas toujours partagée. Et donc, le fait de matérialiser, de faire un dessin ou de faire un POC, de montrer que ça marche, si on a la liberté de le faire. Le fait de dessiner sa solution, souvent c'est un effort, hein, parce que vous avez 80% de chances de travailler pour rien. Mais montrer que ça marche, souvent c'est le principal. C'est pour ça que le design est intéressant pour hacker. Les principes du design, hein, pas le fait de devenir soi-même un designer, mais les principes, on va rechercher à comprendre les enjeux de chacun, l'utilisation, les usages, voir un objet non pas simplement comme un objet, mais comme un objet qui peut avoir plusieurs usages en même temps, et des usages différents en fonction de la personne. Voilà, c'est des choses qui vous permettent aussi de voir comment votre hack va pouvoir être à la fois clair et acceptable. Il y avait une question aussi de Merci Khaled. beaucoup. Pardon, Dunia. Il y avait aussi une question de Khaled, j'ai vu que tu levais la main. Merci Marine. Bonjour Fabien. Bonjour. Donc, vous aviez dit à un moment que vous étiez allergique aux bonnes pratiques.
Ouais. Je trouve que c'est intéressant parce que justement, dans quelle mesure les hackers trouvent une soupape et donc un endroit pour se renouveler, se régénérer, se réinspirer et donc partager cette culture du hack avec des pairs. Donc voilà, comment on peut créer ça? Alors oui, alors deux éléments de réponse. Allergique aux bonnes pratiques, pourquoi? Parce qu'une bonne pratique, c'est souvent codifié de manière très processuelle comme quelque chose qui est réplicable. Or, moi, je pense que les bonnes solutions sont situées et donc parfois une bonne pratique va être réplicable dans tel endroit et ne pas l'être dans tel autre. Donc, il faut savoir l'acclimater et le faire avec intelligence. Et souvent, quand on parle de bonne pratique, on a l'impression qu'on a une recette qui est toute faite. Alors après, la deuxième chose, c'est sur les lieux. Alors, bon, encore une fois, il y a des lieux de partage comme les laboratoires d'innovation, comme les communautés d'innovateurs. Tout le monde n'y a pas forcément accès, tout le monde ne les connaît pas forcément. D'une manière générale, j'aurais envie de dire, l'oxygène, vous allez le trouver aussi. Alors nous, quand on travaille sur une formation qui s'appelle HOPE, qui commence mardi prochain, on fait travailler tout de suite les gens sur ce qu'on appelle une veille multichamp, avec l'idée qu'il faut que le quotidien nous arrime à un imaginaire pauvre. Souvent, vous allez avoir l'imaginaire d'une organisation, par exemple, souvent va être extrêmement pauvre. Il va tenir en quelques mots et c'est normal parce que c'est pas son rôle. Et du coup, il faut s'alimenter avec d'autres imaginaires. Il faut aller chercher dans la littérature, dans l'art, dans la promenade, dans ce qui vous fait plaisir, en fait, des sources d'inspiration. En tout cas, moi, c'est l'exemple. Moi, en fait, je n'ai jamais arrêté de lire, que ce soit des romans ou des livres de sciences sociales. Et c'est quelque part là-dedans que je trouve des inspirations pour mes hacks ou que je trouve des légitimités alternatives ou que je trouve des éléments qui me permettent de remettre en question en permanence un certain nombre de choses. Dès que vous vous avachissez un petit peu dans le confort, et ça arrive à tout le monde, euh, vous allez avoir, vous allez être moins mobile et vous allez partager l'imaginaire global et vous allez être inopérant comme hacker comme innovateur. Il faut vraiment avoir cette réaction. Alors, encore une fois, moi c'est les livres. D'autres, c'est simplement sortir, c'est aller voir sur le terrain, c'est s'immerger, c'est aller au musée. Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué, je suis d'accord, hein. C'est aussi pour ça que le confinement est pénible, hein. C'est parce que c'est aussi un moyen de réduire l'imaginaire et donc les forces de résistance possibles, hein. Ça fait partie des choses qui sont pénibles dans le confinement, qu'ils soient, quel que nécessaire qu'ils soient. Voilà, donc euh, effectivement, quand on aime les livres, en ce moment, on peut trouver des échappatoires, même s'ils sont souvent, même si la quiétude en est souvent gênée par les visios perpétuelle, parce qu'il y a ça aussi. Il faut, alors je sais que beaucoup de gens, beaucoup de coachs vous disent il faut trouver 1 heure par jour pour soi. Rien que ça, rien que le fait effectivement de trouver un moment par jour où vous allez lire quelque chose qui n'a rien à voir avec votre quotidien, où vous allez penser à autre chose, vous allez faire votre sport ou du yoga ou ce que vous voulez, ça peut, ça peut franchement aider. En fait, il ne s'agit pas simplement de trouver des complices, il s'agit vraiment de trouver aussi des contre-espaces, des espaces où vous n'êtes pas pris dans la tête dans le guidon tout le temps, parce que c'est là que ça devient compliqué. Moi, j'enseigne souvent à partir de la conférence de Foucault sur les hétérotopies, vous la connaissez peut-être. Il faut créer des contre-espaces, c'est-à-dire des utopies qui sont des utopies réelles. Alors, ça peut être tout simplement une hétérotopie, ça peut être la photo de votre lieu de vacances en fond d'écran, hein. C'est une manière de s'échapper. C'est la vision la plus basique et la plus quotidienne de l'hétérotopie. Mais si vous voulez, chaque lieu d'innovation est une hétérotopie en tant que telle. Il faut que vous trouviez votre hétérotopie et votre manière de vous échapper du lieu où vous êtes. Et c'est de plus en plus difficile, surtout avec les open space. Hein, clairement, moi je me souviens de j'avais travaillé sur le Lean dans les préfectures, j'avais des consultants qui m'expliquaient qu'il fallait que Micheline, elle accepte de plus avoir les photos de ses petits-enfants sur la table parce qu'on faisait le 5S et que voilà. Bah oui, mais peut-être qu'elle tire une certaine énergie de ces photos.
Peut-être que c'est important pour elle. Peut-être, hein, je ne sais pas, je pense que oui. Et peut-être que la propreté clinique du lean management n'est pas forcément tout à fait adaptée à quelque chose qui serait peut-être un peu plus humain. Voilà. J'ai répondu un peu longuement, mais je trouvais que la réponse valait, que la question valait de la dépasser un petit peu. Il y a Florent qui a levé la main aussi. Oui, merci. Donc, Florent Gallois, je suis responsable formation et documentaliste dans un établissement public qui s'appelle Centre national de la propriété forestière. Et donc, ma question est un peu pratico-pratique, c'est-à-dire comment se lancer, comment faire adhérer une direction pour pouvoir prendre du temps et mettre en place un peu cette nouvelle forme de réflexion et d'évolution des pratiques au sein de l'établissement. Alors, merci pour votre question. Le hack, justement, c'est difficile de demander une direction, de la valider, de l'institutionnaliser, parce que de fait, ça veut dire transgresser un certain nombre de règles dont la hiérarchie est par essence gardienne. Donc, il y a plusieurs manières de faire. C'est-à-dire que si vous restez dans le cadre du hack, il faut trouver ce que les consultants appellent la pain point, sur cette expression aussi, mais j'en ai pas d'autre qui me vient. Un irritant? Oui, c'est pareil, c'est aussi un truc de consultant. Un caillou dans la chaussure, quoi. Enfin, un truc qui vous gêne tous les jours. Vous savez, le caillou dans la chaussure, souvent, on va le garder pendant 10 minutes, voire pendant 1 kilomètre, parce que vous avez la flemme d'enlever votre chaussure. Et voilà, mais ça vous gêne. Donc, c'est le truc que vous avez tous les jours. Vous avez fini par vous y habituer. Vous avez fini par penser que ça… Mais ça vous emmerde tous les jours. C'est un petit truc. Et posez-vous la question une bonne fois de comment est-ce que j'en finis avec ça. Souvent, c'est comme ça qu'on fait son premier hack. Après, quand on veut institutionnaliser les choses, on passe peut-être du hack à l'agilité. C'est-à-dire que on n'est pas… Le hack, c'est comment je vais me débrouiller moi pour être agile dans un environnement qui est rigide et qui veut me contraindre à la rigidité et qui, du coup, va faire que mon action va être inefficace ou atrophiée. Quand vous voulez intégrer votre hiérarchie dans la réflexion, ça veut dire que déjà, vous pensez qu'elle peut le comprendre, qu'elle peut le comprendre, qu'elle peut prendre le truc en compte et qu'elle partage un peu votre objectif. Et il y a des… Enfin, moi, je me souviens d'un DRH de chez un client qui m'avait demandé de mettre en place un parcours entrepreneur dans une grosse boîte française qui fournit de l'énergie. Donc, je leur avais introduit, avec son aval, du corporate hacking dans la formation. C'est relativement courageux, c'est relativement rare aussi. On demande rarement du corporate hacking. Souvent, ça fait rigoler ou ça fait peur, mais souvent, ça fait rigoler en fait. C'est ce qui est pas forcément rassurant. Mais voilà, donc ma réponse, elle a deux côtés. Vous, hacker, c'est ce que vous pouvez faire vous. Si vous voulez mettre votre hiérarchie dans le truc, proposez-leur effectivement une formation à l'agilité, proposez-leur une initiation à l'innovation publique, proposez-leur de faire lors d'un séminaire, de faire une intervention qui va ouvrir un peu les esprits et qui va aider. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est vous allez inviter quelqu'un qui va pouvoir vous faire des retours d'expérience et qui va pouvoir convaincre à la fois votre hiérarchie et le management intermédiaire que c'est des bonnes idées. Souvent, la hiérarchie n'est pas forcément contre, c'est le management intermédiaire qui va être contre. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on voit. Et c'est assez normal puisque c'est à eux de faire tourner la machine tous les jours. Donc, quand on leur dit qu'il faut changer des trucs, ça perturbe leur activité et ça les ennuie, c'est normal. Voilà, je ne sais pas si j'ai complètement répondu. Après, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse totalement satisfaisante à votre question. Il y a des actions à faire, visiblement, mais voilà, c'est… Si, merci. Merci. Merci à vous. Si vous avez encore quelques minutes pour rester avec nous, peut-être on peut prendre une dernière question avant de conclure. Laurent ? Oui, bonjour Fabien. C'est une question qui me semble bête comme ça spontanément, mais je la pose quand même. C'est est-ce que pour vous, l'expérimentation est une voie pour, une voie acceptable par l'administration
pour essayer le hacking, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement institué et qui du coup ne répond pas à l'esprit du hacking? Bah, ça dépend ce qu'on en fait. L'expérimentation telle qu'elle est codifiée, c'est quand même assez rigide. Ceci dit, ça vous donne, ça permet de lever un certain nombre de règles pour pouvoir tester des choses. Donc, moi, je trouve que c'est déjà très positif. Après, il n'y a pas forcément la culture de l'expérimentation qui va avec. En fait, la question, c'est pas simplement c'est pas simplement le cadre de l'expérimentation, mais c'est comment est-ce qu'on va intégrer ça de manière permanente dans des projets, dans des projets. C'est la même chose avec l'évaluation. On n'arrête pas de sauter comme des cabris en disant qu'on n'évalue pas. En fait, on évalue tout le temps. Il y a des rapports énormes qui calent des tables. La question, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait que l'évaluation soit utile au projet. Et à ce moment-là, bah, par exemple, Mathias Béjean, qui dans la chaire Innovation publique aussi travaille sur des modes d'évaluation participatifs, c'est-à-dire tout au long du projet, qui nous permettent, un peu en accord avec les principes d'agilité, de toujours se remettre bien sur l'objectif pour qu'on se perde pas, pour qu'on se perde pas en route. Et là, on est finalement sur une évaluation en permanence qui est en fait une réflexivité sur la conduite du projet. Et là, on est sur quelque chose d'intéressant. Est-ce que c'est du hack? Non, c'est juste de l'ordre de la posture et de la culture. Encore une fois, le hack, ça doit rester, j'espère, l'exception. Et effectivement, le vrai combat, c'est le combat pour une culture partagée de l'innovation et de l'agilité. C'est plutôt ça que je mettrai en avant. Et l'expérimentation fait partie de ça, bien sûr. Voilà. Si on était entouré de gens qui ont la culture de l'innovation, on n'aurait pas besoin de faire des hacks en permanence. On fait des hacks parce qu'on est contraint dans une structure, parce qu'on est acculé par une structure qui reste bureaucratique malgré tout, et y compris quand il y a des gens qui ont les meilleures intentions du monde, hein. C'est pas des, il ne s'agit pas de diaboliser quiconque là-dedans. Merci pour votre question. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce thème qui a été extrêmement enrichissant ce matin. Merci beaucoup, Fabien, de nous avoir fait le bonheur de vous joindre à nous ce matin, et merci à toutes et tous d'avoir répondu présent. C'est toujours un plaisir d'avoir cette petite bulle d'oxygène en fin de semaine pour pouvoir échanger sur des thèmes aussi passionnants. Ce qu'on peut vous dire, c'est que la semaine prochaine, parce que j'ai vu dans le chat qu'une personne devait nous quitter pour une énième réunion Teams, on va parler justement du télé-réunionneur ou de la télé-réunionneuse. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre la semaine prochaine. Et en attendant, on vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end un petit peu en avance. À très bientôt. Et bon courage. Merci à tous pour vos questions et votre attention.